En 1963, un lycéen nommé Randy Gardner est resté éveillé pendant 11 jours pour tester les limites de son corps. À la fin de son expérience autodidacte, il a commencé à avoir des hallucinations et il n'était même plus capable de réfléchir de la manière la plus simple. En quelques jours, ses fonctions cognitives l'ont complètement abandonné. Mais que dirais-tu si je te disais que c'est peut-être exactement ce qui t'arrive en ce moment? Aujourd'hui, des millions de personnes vivent comme Randy Gardner sans même s'en rendre compte. Beaucoup de gens pensent qu'ils dorment suffisamment, alors qu'en réalité, ils souffrent d'un manque de sommeil chronique. J'ai une mauvaise nouvelle, nos habitudes de sommeil modernes sont en totale contradiction avec notre biologie et les conséquences sont bien plus graves que tu ne le penses. Il faut dormir au moins 8 heures. C'est ce qu'on nous répète partout. Dans les manuels de biologie, chez le médecin généraliste et aussi dans les médias. On entend ça absolument partout. Ou même dans la chanson de Béatrice. Mais si tu y réfléchis, 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures pour le reste décrivent-ils vraiment la vie quotidienne moyenne? Les habitudes de sommeil de nos ancêtres, en revanche, étaient bien éloignées de cela. Si on les examine d'un peu plus près, on se rend vite compte qu'on ne sait peut-être pas tout sur le repos. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te réveiller en pleine nuit, et puisque tu étais déjà éveillé, de jeter un coup d'œil rapide à ton téléphone? Avant la révolution industrielle, c'était quelque chose de tout à fait courant. Évidemment, à l'époque, les gens ne répondaient pas à leurs messages Messenger, mais ils écrivaient par exemple des poèmes ou bavardaient un peu avec le voisin. L'essentiel, c'est que la nuit n'était pas passée d'une traite, mais en 2 parties. C'est ce qu'on appelle le sommeil diphasique ou en 2 phases. Donc, il dormait en 2 parties, et il y avait une période d'éveil entre les 2 blocs de sommeil. Ce système était encore totalement adapté au rythme naturel des jours et des nuits. L'historien Roger Akers a rassemblé plus de 2000 sources historiques authentiques qui prouvent toutes que cette forme de sommeil était tout à fait courante jusqu'à la fin du 19e siècle. Mais à quoi ressemblait exactement cette vie nocturne en 3 parties? Imagine que, peu de temps après le coucher du soleil, tu vas te coucher, puis, sans aucun réveil, tu te réveilles au milieu de la nuit, et au lieu de te tourner et retourner sans dormir pendant 1 ou 2 heures, tu te lèves tout simplement. Cette période était appelée veille en Angleterre, par exemple, et elle faisait naturellement partie de la nuit. Et que faisaient les gens à ce moment-là? L'offre d'activités nocturnes était étonnamment variée, du moins pour l'époque. On pouvait prier, méditer, lire, écrire de la poésie ou discuter. Ah, et souvent, c'est aussi à ce moment-là qu'on s'occupait de la partie pratique de la conception des enfants. Mais ce rythme biologique étrange n'avait-il pas d'effet néfaste? C'est tout le contraire. Il se pourrait même que ce soit bien plus sain que la mode actuelle du sommeil d'un seul bloc de 8 heures. En effet, des recherches montrent que cette méthode peut stimuler la créativité et améliorer les fonctions cognitives. C'est un peu comme la sieste de l'après-midi. Beaucoup considèrent ces quelques minutes de sommeil après le déjeuner comme le meilleur moment de leur journée. Cette courte pause a clairement des effets bénéfiques. Elle stimule le cerveau, augmente le niveau d'énergie et améliore nettement la concentration. Et ces moments de repos tranquille l'après-midi ressemblent beaucoup, d'un point de vue biologique, aux habitudes de sommeil d'avant la révolution industrielle. Selon les experts, le sommeil biphasique est en réalité beaucoup plus proche de notre rythme circadien naturel, c'est-à-dire l'horloge interne de notre corps, qui est régulée par la lumière du jour et l'obscurité de la nuit. En effet, la lumière qui atteint nos yeux, ou son absence, est le principal régulateur de la production de mélatonine, l'hormone responsable du sommeil. Mais nous y reviendrons plus tard. Voyons d'abord cette question légitime. Si dormir ainsi était naturel, pourquoi cela a-t-il changé? La réponse réside dans une seule invention, l'éclairage artificiel. D'abord sont arrivées les lampes à gaz, puis les ampoules électriques, et soudain, ce n'était plus le soleil qui dictait le rythme. Du jour au lendemain, nous avons pu être productifs le soir aussi, grâce à l'électricité. Autrefois, dès que le soleil se couchait, tout le monde allait se coucher, car la nuit n'était pas très divertissante. On ne pouvait plus travailler, on ne pouvait rien faire. Puis est arrivée la révolution industrielle, et elle a tout changé. Les heures de travail sont devenues plus longues et ininterrompues. Les habitudes de sommeil des gens ont donc dû s'adapter à cela. Petit à petit, tout cela s'est transformé en un seul grand bloc. Parallèlement, l'attitude envers le repos a elle aussi changé. Dans l'ombre de la glorification de la productivité, le sommeil est vite devenu un mal nécessaire. Les gens ont commencé à considérer leur temps comme de l'argent, et franchement, qui voudrait dormir pendant un temps qui pourrait valoir une fortune? Une pression sociale s'est exercée sur tout le monde pour dormir moins, travailler plus et ne pas gaspiller son temps à des choses inutiles au beau milieu de la nuit. Mais en réalité, seules les circonstances ont changé. Nous essayons de faire tourner un logiciel moderne sur un matériel vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années. En d'autres termes, notre corps fonctionnerait encore aujourd'hui exactement comme autrefois. Notre biologie ne change pas en quelques décennies, ni même en quelques siècles.
L'exemple le plus parlant est l'expérience de Thomas Ware, dans laquelle il a soumis les participants à une simulation. Au début des années 90, sur le lieu de l'expérience où les participants ont vécu pendant plusieurs jours, le chercheur a reproduit les cycles naturels de lumière à l'aide de lampes d'intérieur. Le corps des participants est rapidement revenu à ses réglages d'origine, c'est-à-dire qu'ils dormaient 4 heures pendant la nuit, puis se réveillaient et restaient éveillés 1 à 2 heures. Finalement, ils se recouchaient pour 4 heures supplémentaires, puis se levaient avec la lumière du jour. Le produit de Thomas Edison, car le mot invention est peut-être exagéré, a profondément bouleversé la vie des gens. Bon, avouons-le, l'ampoule électrique est une invention extrêmement importante et utile, mais dès qu'on l'allume chez soi, on désactive assurément notre biorhythme naturel. La lumière artificielle trompe notre cerveau, qui croit alors qu'il fait encore jour. Cette illusion réduit la production de l'hormone du sommeil, la mélatonine. Mais la lumière artificielle ne vole pas seulement la nuit au profit du jour, elle influence aussi la qualité de notre repos. Aux États-Unis, environ 20% de la population, soit près de 70 millions de personnes, souffrent d'un manque de sommeil. Mais le plus gros problème lié au dérèglement de notre rythme circadien, ce n'est pas seulement de se réveiller le matin en ayant l'impression qu'un camion nous est passé dessus. Cela provoque un décalage horaire permanent et augmente le risque de dépression ainsi que celui de développer certains types de cancers. L'éclairage artificiel du soir a également un effet sur une autre hormone, le cortisol. Cette substance est responsable du stress et de l'anxiété. Le déséquilibre de notre système hormonal peut affaiblir notre système immunitaire, augmenter le risque de problèmes mentaux, de maladies cardiovasculaires, ainsi que celui de l'obésité et du diabète de type 2. Et c'est là qu'est le gros problème. À quoi bon rester éveillé plus tard le soir pour avoir l'impression de passer plus de temps éveillé dans l'année si, ce faisant, on raccourcit notre vie? Si tu as déjà voyagé loin en avion, tu as sûrement remarqué qu'il est assez compliqué de s'adapter à un nouveau fuseau horaire. Si nous dormons de façon irrégulière, nous pouvons en fait ressentir les désagréments du décalage horaire sans même prendre l'avion. Les gens se défendent contre cela de la manière la plus nuisible possible. Au lieu de se coucher à une heure raisonnable chaque jour, ils prennent des somnifères et se maintiennent en vie toute la journée grâce au café. C'est comme si on forçait constamment notre corps à s'adapter à un nouveau fuseau horaire. Mais d'accord, il faut bien admettre une chose, tout cela ne dépend pas uniquement de toi. Le monde et les lieux de travail ne te permettent pas non plus de vivre selon ton rythme biologique naturel. Il y a, par exemple, le changement d'heure, qui est l'un des plus grands tueurs de biorhythme. À l'origine, il a été instauré pour économiser de l'énergie, mais aujourd'hui, la plupart des endroits cherchent déjà à s'en débarrasser. À cause des changements du mode de vie moderne, la quantité d'électricité économisée ne cesse de diminuer et il s'est avéré que ce changement d'heure a bien d'autres effets négatifs. Pendant cette période de quelques jours, notre rythme circadien, déjà fragile, se retrouve soudainement bouleversé. On observe une augmentation notable des sautes d'humeur et du taux de suicide, et beaucoup plus de personnes sont hospitalisées pour des crises cardiaques ou d'autres urgences médicales. Même le nombre d'accidents de la route augmente de façon spectaculaire, tout simplement parce que les capacités de notre cerveau se détériorent. Selon l'Union européenne, il serait temps de supprimer le changement d'heure, et l'Association hongroise du sommeil est également d'accord avec cette idée. Mais selon eux et d'autres experts du sommeil, d'un point de vue biologique, il vaudrait bien mieux opter pour l'heure d'hiver plutôt que pour l'heure d'été, même si cette dernière est préférée par beaucoup. En effet, pendant l'heure d'été, nous avons tendance à nous coucher plus tard. Mais il faut quand même se lever à la même heure qu'en hiver. Au-delà du changement d'heure, c'est d'ailleurs aussi un problème géographique. C'est justement ce problème auquel sont confrontées les parties les plus à l'ouest de nombreuses zones horaires. Par exemple, en Espagne, ils utilisent le même fuseau horaire que nous. Cela signifie que dans les régions les plus à l'ouest du pays, il fait parfois encore jour presque à 11 heures du soir en été. Mais pour donner un exemple plus actuel, alors que chez nous, en hiver, le soleil peut se lever vers 7h30 ou 8h, dans l'extrême ouest de l'Espagne, cela peut être 9h15. D'un point de vue sanitaire, nous ne devrions pas être dans le même fuseau horaire. Selon des recherches, le biorhythme des personnes vivant là-bas est décalé par rapport à celui des habitants du Portugal voisin, qui utilisent pourtant un autre fuseau horaire. Ainsi, les Espagnols de l'Ouest dînent plus tard, et leur rythme circadien est aussi moins sain que celui des Portugais. Mais ce ne sont pas seulement eux, tout le monde souffre des facteurs qui caractérisent le monde moderne. Le travail en équipe postée exige plus que toute autre chose que les gens aillent dormir à des heures totalement contre nature, par exemple à 6 heures du matin. Dans de nombreux endroits, l'emploi du temps des usines est désormais plus important que le biorhythme naturel. Le corps humain, qui depuis des millénaires se lève et se couche au rythme naturel de la lumière et de l'obscurité, s'adapte depuis la révolution industrielle à un nouvel emploi du temps. Et quel en a été le résultat? Une société qui carbure au café et aux boissons énergisantes. Les équipes de l'après-midi, et surtout celles de nuit, ont des effets dévastateurs sur notre santé. Pourtant, cela n'intéresse pratiquement personne.
Les dirigeants des usines s'en sont toujours moqués éperdument, l'argent a toujours compté bien plus pour eux que la santé des employés. Ajoutons que, dans les pays développés, les travailleurs sont compensés pour le travail de nuit. Beaucoup veulent carrément pouvoir travailler en plusieurs équipes, y compris la nuit. Mais en général, ces personnes ne réalisent même pas ce à quoi elles s'engagent, ni quelles conséquences cela peut avoir sur leur santé des années plus tard. Et à ce moment-là, il est déjà trop tard pour agir, par exemple contre un diabète qui s'est développé. Et même si chacun a le droit de se détruire physiquement, même pour offrir une vie meilleure à sa famille, je ne trouve pas juste que, dans la plupart des cas, ceux qui travaillent ainsi n'en soient même pas informés. Il est intéressant de noter que la disparition du sommeil biphasique n'a pas seulement eu un impact sur notre corps, mais aussi sur notre langue. C'est à cette époque, par exemple, qu'est apparu le terme insomnie, c'est-à-dire l'incapacité pathologique à dormir. Cela confirme également l'idée que ce que nous considérons aujourd'hui comme un trouble du sommeil n'est rien d'autre qu'un étrange sous-produit de la révolution industrielle. Le manque de sommeil et la fatigue constante sont devenus totalement acceptés à l'époque moderne. Selon l'historien Roger Akers déjà mentionné, l'industrialisation et la lumière artificielle forment un véritable duo assassin du sommeil. Le repos doit être sacrifié sur l'autel de la productivité, selon les nouvelles attentes. Et ce n'est pas seulement les adultes. Par exemple, la privation de sommeil a également un impact considérable sur la vie des élèves. Par exemple, de plus en plus d'enfants se comportent comme des zombies lors du premier cours du matin, et si l'on y réfléchit, le fait que l'enseignement public tente lui aussi de calquer la journée de travail de 8 heures ne fait que renforcer ce trouble du sommeil à l'échelle de la société. Alors finalement, les fameuses 8 heures de sommeil par nuit ne suffisent pas. Il semble que cette information ressassée jusqu'à la nausée soit en réalité davantage un malentendu collectif qu'un principe scientifique fondamental. Dans le monde moderne, il est plutôt bien vu de dormir autant d'affilée chaque nuit, mais cela ne veut pas dire que ce soit naturel. D'ailleurs, la quantité de sommeil dont une personne a besoin chaque jour n'est pas gravée dans le marbre. Selon la National Sleep Foundation américaine, la quantité optimale et générale de sommeil pour une personne se situe entre 7 et 9 heures, mais des études montrent que ce chiffre peut varier considérablement d'un individu à l'autre. Il y a des personnes dont le corps fonctionne parfaitement avec seulement 5 heures de sommeil à cause de leur génétique, tandis que d'autres ont besoin de 10 heures pour la même chose. Oui, la vie n'est malheureusement pas juste. Ajoutons aussi qu'il existe plusieurs types de rythmes ou de schémas de sommeil chez les gens. Donc, il y a des personnes pour qui le sommeil monophasique convient parfaitement. Ce que j'essaie de souligner, c'est que ce n'est pas la norme. D'ailleurs, la quantité de sommeil change aussi avec le temps. En vieillissant, nous avons besoin de moins en moins de sommeil. Mais l'essentiel, c'est que s'attacher fermement à la durée de 8 heures peut avoir des inconvénients importants. Beaucoup de gens ressentent de l'anxiété s'ils ne peuvent pas dormir au moins autant chaque nuit, et plus tu stresses à l'idée que tu devrais dormir, plus tu restes éveillé. Et cela conduit à d'autres troubles du sommeil. Moi, par exemple, j'ai eu exactement une période comme ça où je n'arrivais pas à dormir parce que je stressais à cause du manque de sommeil, et au final, c'est justement pour ça que je dormais peu. C'est un cercle vicieux terrible. Mais pour continuer, si nous vivons selon les principes de base du monde moderne, il arrive assez souvent que nous allumions la lumière le soir. Est-ce que cela influence vraiment autant notre rythme circadien? Malheureusement ou non, mais c'est bien le cas. Ce système régule la libération des hormones, le métabolisme et tout un tas d'autres processus physiologiques. Et bien sûr, c'est principalement la lumière qui le régule. Les repas irréguliers, l'éclairage artificiel, le grignotage tard le soir ou encore faire de l'exercice juste après le réveil perturbent aussi fortement le biorhythme naturel. Mais le principal problème, c'est surtout la lumière bleue qui émane de nos écrans. Cela réduit la production de mélatonine et notre cerveau pense alors qu'il fait jour. Faire défiler TikTok au lit, c'est donc la meilleure chose à faire si l'on veut perturber notre rythme circadien. Et ce n'est pas parce que l'écran du téléphone devient jaunâtre que cet effet disparaît. Au mieux, la situation s'améliore un peu. Il est important de comprendre que ce problème concerne pratiquement toute la société et il ne faut pas le prendre à la légère. Il ne s'agit pas seulement de se sentir un peu plus souvent fatigué, c'est un problème de santé grave. Alors, est-ce qu'on doit vraiment aller se coucher au coucher du soleil et se lever la nuit pour lire un livre ou discuter avec le voisin? Il n'en est absolument pas question. De nos jours, ce n'est évidemment pas réaliste, mais il existe des solutions plus douces qui peuvent améliorer la qualité de notre sommeil. Le plus important, c'est peut-être d'essayer d'aller se coucher et de se lever à la même heure chaque jour. Il est peut-être tentant d'appuyer sur le bouton snooze le samedi matin, mais à long terme, ce n'est pas forcément une bonne idée. Deuxièmement, pendant la journée, essayons de nous recharger avec une boisson énergisante naturelle, c'est-à-dire la lumière du soleil, au lieu d'avaler 3 boissons énergétiques ou 5 cafés. Le soir, au minimum, activez le filtre de lumière bleue sur votre téléphone, mais le mieux, c'est de ne plus le toucher du tout quelques heures avant d'aller dormir. Ah, et n'allez pas vous coucher le ventre plein.
La nuit, si possible, dormons dans un endroit sombre et frais, cela aide notre corps à se reposer parfaitement. En effet, la température influence aussi la profondeur de ton sommeil et la facilité avec laquelle tu t'endors. La température ambiante idéale pour dormir se situe généralement entre 16 et 20 degrés. Cette plage de température aide à abaisser naturellement la température corporelle, ce qui est essentiel tant pour l'endormissement que pour le sommeil profond. La diminution légère de la température corporelle avant le coucher fait partie du rythme circadien qui régule le sommeil. Si la température de la chambre ne favorise pas ce processus naturel, nos cycles de sommeil peuvent également être perturbés. En d'autres termes, un environnement chaud provoque plus fréquemment des réveils, réduit les phases de sommeil profond et peut contribuer à l'agitation nocturne. Si de plus en plus de personnes essayaient de vivre ainsi, ce serait bénéfique pour l'ensemble de la société. Par exemple, grâce à l'amélioration de notre état de santé général et de la sécurité au travail, la pression sur le système de santé diminuerait. Cependant, pour l'instant, il semble que les tendances évoluent différemment et nous n'avons même pas encore abordé un autre problème. Dans notre monde qui s'accélère sans cesse, nous devons traiter une quantité folle d'informations. Notre cerveau gère jusqu'à 35 000 situations de prise de décision par jour. Tout compte, des dilemmes comme choisir entre une omelette ou des œufs au plat pour le petit déjeuner, jusqu'aux séances de brainstorming au travail. Cette réflexion non-stop entraîne une surcharge cognitive qui nous épuise complètement à la fin de la journée. Dans toute l'histoire, jamais un être humain n'a eu à traiter autant de données qu'aujourd'hui, toi ou moi, lors d'une journée ordinaire. Ce flux constant d'informations maintient notre cerveau en état d'alerte permanente, rendant presque impossible de se détendre le soir et de s'endormir rapidement. Et même si on y parvient enfin, tout n'est pas encore réglé. Une surcharge mentale excessive détériore la qualité du sommeil à longue lente, alors que c'est justement pendant cette phase que le cerveau fait le grand ménage et organise les informations. Nous en aurions vraiment besoin, car c'est dans cette phase la plus profonde du sommeil que nos fonctions cognitives s'améliorent, ce qui nous permet de penser et de fonctionner normalement le lendemain. C'est également à ce moment-là que nos souvenirs sont stockés. Or, un cerveau surchargé a du mal à atteindre cette phase. Le matin, nous ne nous sentons pas reposés, nos souvenirs sont confus et nous sommes aussi lents qu'un paresseux sous sédatif. Le cercle vicieux continue et nous accumulons encore plus de risques pour la santé. En plus, on abuse de la caféine, ce qui nuit encore à la qualité du sommeil. Lorsque nous sommes surchargés, le glutamate, un neurotransmetteur qui aide à la prise de décision, s'accumule dans nos voies nerveuses. Cela finit par bloquer pratiquement le fonctionnement de nos processus mentaux et accentue la fatigue. Heureusement, il existe de nombreuses méthodes pour réduire la surcharge cognitive. La base de tout cela, c'est de ne pas laisser de zone d'incertitude en nous. Par exemple, décidons dès la veille au soir si nous allons porter notre eau claire ou bleu foncé, ou planifions à l'avance ce que nous allons manger pour les prochains jours. Il vaut également la peine de désactiver les notifications totalement inutiles sur le téléphone afin que les bips constants ne nous stressent pas. Regardons plutôt nos emails à un ou plusieurs moments précis de la journée afin que Gmail ne soit pas l'application la plus souvent ouverte sur notre téléphone. Les extensions de navigateur et les applications qui bloquent les sites web distrayants et aident à la concentration peuvent également être d'une grande aide. Par ailleurs, ce qui peut vraiment nous aider, c'est de faire quelques pauses de quelques minutes dans la journée afin que notre cerveau puisse redémarrer un peu. Mais l'humanité a encore une arme secrète, car il existe des pays modernes où le risque d'hypertension artérielle est jusqu'à 21% plus faible. Et oui, c'est grâce à leur sommeil. Mais qu'est-ce que ces gens font différemment pour se retrouver dans une situation de santé aussi remarquable? La réponse est très simple. Ils faisaient la sieste. Même si beaucoup considèrent les peuples méditerranéens comme paresseux à cause de leur pause en journée, d'un point de vue santé, ils font exactement ce dont ton corps aurait aussi besoin. Une étude a été menée dans des pays où une grande partie de la population fait encore aujourd'hui une pause de quelques heures l'après-midi. En Italie et en Espagne, la plupart des magasins et des restaurants ferment vers midi et ne rouvrent qu'après plusieurs heures de pause. Pendant ce temps, les gens rentrent chez eux pour déjeuner en famille et beaucoup en profitent aussi pour faire une bonne sieste. Selon les chercheurs et les spécialistes du sommeil, tout le monde devrait intégrer une sieste de 20 à 30 minutes entre 1 heure et 3 heures de l'après-midi. En effet, cela permet d'atteindre la diminution de 21% mentionnée précédemment. Cette baisse a été mesurée chez ceux qui font la sieste par rapport à ceux qui la sautent. Cela pourrait vraiment améliorer notre santé et on peut en ressentir les effets positifs immédiatement. Et si l'on veut vraiment faire ça de manière scientifique, il vaut la peine de jeter un œil à l'étude de la NASA. Selon leurs propres recherches, il faudrait dormir exactement 26 minutes l'après-midi pour obtenir l'effet le plus positif possible. Il ne vaut pas la peine de dormir plus longtemps, car une sieste de l'après-midi plus longue que cela nous ralentirait trop. Il ne faut pas atteindre une phase de sommeil trop profond, car si on la coupe, on risque d'être encore plus fatigué pendant des heures. Bien sûr,
Le mieux serait de se coucher à l'heure et de ne pas dormir 8 heures d'affilée, mais de faire une pause au milieu. Exactement comme on le faisait autrefois. Mais je sais que, socialement, ce sera impossible à réaliser. La modernisation, l'éclairage artificiel, les horaires de travail standardisés et l'urbanisation ont inauguré l'ère du sommeil monophasique, c'est-à-dire en une seule période, reléguant le sommeil biphasique à l'arrière-plan. Cependant, il ne faut pas l'abandonner complètement. Beaucoup de gens souffrent de toutes sortes de troubles du sommeil, ce qui est un problème négligé dans le monde moderne. Tout simplement, le sommeil n'est pas assez important face aux loisirs, à la consommation de contenu et au travail, mais en agissant ainsi, nous raccourcissons notre vie. La flexibilité croissante des horaires de travail et du télétravail pourrait peut-être ouvrir de nouvelles possibilités, et le monde pourrait ainsi évoluer un peu vers des habitudes de sommeil plus naturelles. En résumé, notre routine de sommeil actuelle est le résultat de changements sociaux, économiques et technologiques, et non d'une nécessité biologique. Le corps humain peut rapidement retrouver son rythme naturel, et si toi aussi tu as des difficultés à avoir un sommeil paisible et réparateur, essayer le sommeil biphasique pourrait être une bonne alternative.